Eh bien, notre pays, on va en parler justement avec ce livre Bloc populaire aux éditions du CERF avec Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de l'Institut Pauling Vox. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. On va évidemment parler ensemble de votre ouvrage. Mais commençons d'abord, peut-être, si vous le voulez bien, par cette campagne présidentielle qui est désormais bien lancée, même s'il y a des incertitudes, notamment à gauche. Et après la proposition de primaire de Arnaud Montebourg et d'Anne Hidalgo, refusée par tous les autres candidats, et bien l'actualité du jour, c'est donc cette annonce, cette proposition de candidature à la présidentielle de Christiane Taubira. Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié, mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais mes responsabilités. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Voilà, Jérôme Sainte-Marie, est-ce que Christiane Taubira peut, selon vous, rebattre les cartes alors que tous les sondages montrent qu'aucun représentant de la gauche n'est en mesure pour le moment de l'emporter? Qu'est-ce que vous en pensez? Les sondages montrent également, en tout dernier, que, réalisé il y a quelques jours, donc, que testé au milieu de l'offre politique actuelle de la gauche, Christiane Taubira ne ferait que 2%. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle se soit plus la solution au problème qu'un élément aggravant du dit problème, qui est la division de la gauche. Surtout, c'est sans doute le plus grave pour cette candidature, c'est qu'elle n'apporte pas une clientèle nouvelle. Or, quel est le problème de la gauche? C'est d'être de plus en plus limité au monde des classes moyennes et de la fonction publique. Oui. Et dans ce biotope sociologique, évidemment, Christiane Taubira est relativement appréciée, mais encore une fois, je ne vois pas en quoi elle change les données du problème de la gauche. Oui, en gros, clairement, c'est pas elle qui est en tout cas forcément la mieux placée pour permettre à la gauche de retrouver un peu le soutien des catégories populaires. Non, bien sûr. C'est ça le problème principal de la gauche aujourd'hui? Évidemment, c'est-à-dire qu'il y avait autrefois ce qu'on appelait un front de classe dans les années 70, et c'était même François Mitterrand, qui n'était pas un gauchiste, parlait de ce front de classe. C'était officiellement proclamé à la tribune des congrès du Parti socialiste. Ça signifiait quoi? Ça signifiait que dans une logique de progrès social, la fonction publique montrait un peu la voie, mais était suivie par une bonne partie des ouvriers qui ont voté, 4 sur 5 ont voté pour François Mitterrand, par exemple, en 74, et par les employés également. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, là, il y avait la fonction publique et les classes populaires, les salariés en général, avaient partie liée. Parce qu'à l'époque, on était dans une logique de progrès, c'est-à-dire il y avait augmentation des salaires, plus de congés, plus de départ à la retraite plus tôt, etc. Mais cette dynamique a été brisée dès d'ailleurs le premier septennat de François Mitterrand, et on a constaté, après chaque passage de la gauche au pouvoir, une chute du vote chez les ouvriers et les employés. C'est comme si on avait descendu en quelque sorte des marches, donc après les 2 mandats de François Mitterrand, puis ensuite après le passage au pouvoir de Lionel Jospin, et enfin avec celui de François Hollande. Et là, depuis notamment 2014, depuis l'arrivée de Manuel Valls à Matignon, depuis surtout le tournant de la politique de Hollande vers ce qu'il a appelé le pacte de responsabilité, donc une politique très pro-business, alors là, le vote ouvrier et le vote employé a pratiquement disparu pour la gauche. Alors, disparu, disons que c'est maintenant, c'est très minoritaire pour les différents candidats de gauche, avec évidemment un petit avantage pour Jean-Luc Mélenchon, absolument. Il est autour de 15%, c'est ça? Oui, ce qui est très frappant, c'est que Jean-Luc Mélenchon réalise chez les ouvriers un niveau de vote inférieur à celui d'Emmanuel Macron. Ah oui. Et bien sûr très éloigné de celui qui se porte vers le courant nationaliste et en premier lieu vers Marine Le Pen. Alors comment on peut expliquer ce phénomène-là? Vous parlez d'ailleurs de blocs s'agissant d'Emmanuel Macron, de blocs élitistes, non, de blocs élitaires. Je ne retrouvais pas le mot, pardonnez-moi, de blocs élitaires. Comment ce bloc élitaire, on arrive quand même finalement à convaincre des électeurs qui seraient plus destinés à ce bloc populaire qui fait l'objet de votre nouvel ouvrage? Oui, alors moi, au départ, ma
démarche est très pragmatique. Je suis essentiellement un sondeur, si vous voulez. Et je voyais lors de la campagne en 2016 puis 2017, la campagne la présidentielle précédente, puis ensuite au début du quinquennat, je voyais un alignement des opinions des cadres, notamment, et d'une bonne partie des retraités en faveur d'Emmanuel Macron et en faveur de ses réformes, et très hostile, par exemple, aux Gilets jaunes. Et donc, quand vous voyez de telles régularités, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et il m'est apparu que sur les ruines du clivage gauche-droite, s'était formée une solution très cohérente, assez unifiée dans son idéologie, choisissant une forme politique qu'est le macronisme. Et cette forme, c'était ce que j'ai appelé le bloc élitaire. Alors c'est quoi, très rapidement? Vous avez les véritables élites, c'est-à-dire les donateurs et les initiateurs de la candidature d'Emmanuel Macron. Là, on parle de très peu de monde. C'est des gens que l'on voit, si vous voulez, qu'on peut étudier à travers les articles ou bien à travers les journaux consacrés à l'origine du macronisme, mais qui ne sont pas assez nombreux pour apparaître dans les sondages. Ce que vous voyez derrière, c'est ce que j'appellerais la classe managériale, c'est-à-dire les cadres et professions intellectuelles du public comme du privé. Et je prends un exemple, chez les professeurs agrégés, Emmanuel Macron en 2017 au premier tour avait réalisé 50% des voix. Donc c'est le parti des chefs en quelque sorte, c'est le parti des cadres. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir parce que ça on s'en doute un peu, c'est qu'une bonne partie des retraités, et pas seulement les retraités propriétaires relativement prospères, les retraités en général, une bonne partie d'entre eux font confiance et à Emmanuel Macron, font partie de ce bloc élitaire. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que leur source de revenus principale, voire unique, c'est-à-dire les pensions, sont bien garanties avec un président qui est porté par ce bloc élitaire. Ça rassemble à peu près un quart de la population, mais c'est suffisant pour accéder au second tour. Et est-ce que ce bloc élitaire, il est totalement acquis à la cause d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'une candidate comme Valérie Pécresse peut aussi séduire cet électorat-là? La bourgeoisie a deux autres, pour parler très simplement. Cette bourgeoisie qui s'est de gauche et de droite, qui s'est réunifiée autour d'Emmanuel Macron, ça se voit y compris, pas seulement dans les sondages, ça se voit aussi dans les rassemblements organisés autour d'Emmanuel Macron. Il suffit d'y assister pour le constater. Eh bien, toute cette population issue des écoles de commerce, par exemple, tout cela, ils ont maintenant 3 champions. Ils ont Emmanuel Macron, ils ont Valérie Pécresse qui porte à peu près les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Et puis aussi, il y a une solution bien pratique pour eux, c'est Éric Zemmour, puisqu'Éric Zemmour ne représente pas du tout le bloc populaire, mais était au contraire une solution alternative pour les élites sociales actuelles. Et écoutez, vous commencez à nous appeler au 0826 300 300 pour poser vos questions à Jérôme Sainte-Marie, que vous soyez du bloc élitaire ou du bloc populaire. En tout cas, vous pouvez poser vos questions sur la présidentielle comme sur les projets. De retour avec Jérôme Sainte-Marie, auteur de Bloc populaire, une subversion électorale inachevée aux éditions du CERF. Jérôme Sainte-Marie, vous remettez donc au goût du jour cette notion de bloc empruntée au théoricien marxiste de l'entre-deux-guerres Antonio Gramsci. Ce terme de bloc, vous l'utilisez déjà dans votre ouvrage, votre précédent livre en 2020, Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme. Vous analysez donc dans votre nouveau livre le pendant du macronisme que vous appelez le bloc populaire. Et d'abord, peut-être, quelles sont à vos yeux les particularités de ce bloc populaire et en quoi il se distingue du macronisme que vous qualifiez plus précisément de bloc élitaire? On le disait tout à l'heure. Voilà, un bloc très rapidement. Pour Gramsci, c'est quoi? C'est une solution politique où vous avez une forme politique destinée à prendre le pouvoir. Donc, en l'occurrence, c'était Macron, pour le bloc élitaire. Une idéologie fédératrice, c'est une forme de libéralisme europhile, on va dire, pour ce qu'on peut appeler le progressisme, si on veut, et pour le bloc élitaire. Et enfin, une sociologie, plusieurs classes sociales ou groupes de classes sociales qui font, qui font alliance. Dans cette vision des choses, si vous voulez, le bloc populaire qui se construit largement en négatif du bloc élitaire, et ces deux blocs rassemblant à peu près à eux deux 50% de la population. Entre les deux, il y a encore les classes moyennes, il y a encore la gauche et la droite qui subsistent, etc. Ce bloc populaire, il a une sociologie très claire, c'est essentiellement les travailleurs pauvres du privé, c'est ceux qui se sont mobilisés lors des Gilets jaunes, ouvriers, employés, mais aussi chômeurs et surtout indépendants, petits artisans, petits commerçants, tout cela. Ça, c'est les classes, c'est des gens qui gagnent à peu près autour de 2000 € par mois, si vous voulez, et parfois nettement moins, qui ont peu de patrimoine, c'est des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à s'en sortir, si vous voulez. C'est aussi bête que cela. Et ça, c'est la sociologie. Vous avez ensuite
ensuite, et ces gens votent de manière assez unifiée. Justement, leur idéologie, c'est très largement l'antithèse de celle du macronisme. Ils veulent de la stabilité plus que du mouvement, et ils veulent de la nation plus que de l'Europe, pour aller vite. Et donc c'est une forme de souverainisme intégral, et leur forme politique, alors il faut être très clair là-dessus, c'est essentiellement le Rassemblement national et Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est 37% du vote ouvrier en 2017, au premier tour. Elle était majoritaire au second tour face à Emmanuel Macron chez les ouvriers et à touche-touche chez les employés. Aujourd'hui, les chiffres ont beaucoup augmenté. Alors je vous parle du printemps, hein. Avant l'offensive Zemmour, vous aviez quasiment un ouvrier sur deux et 40% des employés qui choisissaient dès le premier tour Marine Le Pen. C'est un alignement électoral extrêmement rare. Même le Parti communiste, dans sa grande époque, n'obtenait pas un vote aussi important dans les catégories populaires. C'est légèrement écorné par l'offensive Zemmour, qui lui ne fait pas fait plutôt moins chez les ouvriers et les employés que parmi d'autres catégories, mais qui récupère quand même une partie de cette population-là. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de subversion électorale inachevée. Et puis cette subversion électorale, on verra bien si elle aura lieu en 2022 ou pas. Mais en tout cas, vous avez une formule. Ces deux formules-là, il faut bien comprendre que ça ne se situe pas du tout, et pour des raisons d'ailleurs tout à fait logiques, dans le cadre du clivage gauche-droite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre également le bloc populaire avec le populisme, parce qu'il y a des candidats comme Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon qu'on qualifie souvent de populisme, mais qui n'incarnent pas totalement, en tout cas, ce bloc populaire que vous nous décrivez. Oui, alors populiste, vous savez, c'est un mot qui a tellement de signification que c'est toujours très délicat de l'utiliser. Oui. Moi, je m'en sers pas en réalité, parce que chacun comprend une chose différente quand vous en parlez. Alors le style peut être qualifié de populiste, mais ça c'est quand même très vague. Moi, pour moi, il y a un critère assez simple pour voir le populisme électoral français actuellement. C'est le refus du clivage gauche-droite. Oui. Et c'est tout le problème, parce que Jean-Luc Mélenchon était de ce point de vue-là populiste en 2017, il ne parlait pas de la gauche. Aujourd'hui, il se situe à gauche. Et de ce point de vue-là, c'est le symétrique d'Éric Zemmour qui, lui, parle d'union des droites. Et qui n'est pas du tout un candidat populiste. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est plutôt soutenu par les catégories supérieures, socialement plus aisées, on va dire. Voilà. Et Marine Le Pen, elle tient quand même aussi à ce clivage gauche-droite? Ah, du tout. Marine Le Pen se situe explicitement, de manière répétée depuis 10 ans, en dehors du clivage gauche-droite. Ses adversaires peuvent la qualifier d'extrême droite, si ça les amuse. Mais comme on peut dire que Jean-Luc Mélenchon était d'extrême gauche en 2017. Oui. Mais en 2017, aucun des deux certains d'ailleurs considèrent à gauche que Macron est de droite, et d'autres à droite considèrent que Macron est de gauche. Ça, c'est des jeux totalement... Et que Marine Le Pen est de gauche. Oui, mais ça, c'est des jeux linguistiques qui n'amusent que ceux qui le... Enfin, on peut s'amuser à ça, ça fait un sujet de conversation. Mais si vous voulez, quand vous avez deux candidats, Macron et Le Pen, qui refusent ces termes de gauche et de droite, je ne vois pas très bien pourquoi on les affublerait de cette qualification. Votre postulat, c'est donc le remplacement du traditionnel clivage gauche-droite par ce clivage bloc contre bloc. Pourtant, quand on regarde par exemple les élections locales, les dernières municipales, on se rend compte que ce clivage, il reste quand même bel et bien vivant, et il est important aussi pour de nombreux Français encore aujourd'hui. Alors c'est une des raisons de la crise politique française actuelle, c'est que nous avons effectivement deux clivages. Pourquoi ? Déjà, parce qu'une bonne partie, encore une fois, la moitié des Français à peu près, acceptent encore de se situer dans ce cadre, même au niveau national, de la gauche et de la droite. Ça se voit avec les résultats de premier tour. Et pour eux, ça existe encore. Il faut bien reconnaître, si vous observez de près, c'est quand même beaucoup les classes moyennes, avec plutôt les retraités du côté de la droite, plutôt la fonction publique du côté de la gauche. C'est assez clair. Alors que la polarisation politique entre bloc élitaire et bloc populaire, elle se fait aussi sur les deux pans opposés de la société, c'est-à-dire grosso modo les gagnants de la mondialisation, les perdants de la mondialisation. Et puis vous avez quelque chose qui est assez frappant, c'est que ce clivage bloc élitaire, bloc populaire, il existe fortement au niveau des élections nationales, et j'intègre là-dedans l'élection qui porte sur l'ensemble de la France, qui est une élection à la proportionnelle, qui est l'élection des élections européennes. Là, on a bien vu que les deux listes arrivaient en tête, c'était la liste Bardella et la liste Loiseau. Donc deux listes qui ne se situent pas en ce clivage-là. Et inversement, la France insoumise, le Rassemblement national et même la République en marche n'existent pour ainsi dire pas au niveau local.
c'est, enfin en tout cas si on prend l'ensemble du territoire, si vous voulez, et que donc là survit à ce niveau-là les appareils de la gauche, enfin survie prospère même, les appareils de la gauche et de la droite. C'est une situation tout à fait inédite de ce décalage total entre la scène nationale et la scène locale. Est-ce que ce bloc populaire, il peut véritablement se constituer, puisque on l'évoquait, Marine Le Pen est certainement la mieux placée pour l'incarner, mais qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? On voit certains sondages ne la donnent même pas au second tour face à Emmanuel Macron. Valérie Pécresse en face, qui fait peut-être plus partie de l'autre bloc que vous nous décrivez. Comment on explique cette disproportion dans les enquêtes d'opinion? Alors, un bloc élitaire ne se réduit pas aux élites, bien entendu, sinon il serait ultra minoritaire, et un bloc populaire ne se réduit pas aux classes populaires. C'est simplement la direction qui en est assurée par, disons que les intérêts des classes populaires sont pris en compte en priorité, et inversement pour le bloc élitaire. Mais évidemment, on ne prend le pouvoir d'un cadre démocratique qu'avec une majorité de Français, et il faut bien sûr avoir, comment dirais-je, il faut avoir des voix qui viennent d'un peu partout. C'est-à-dire qu'il faut conquérir ce que Gramsci appelle l'hégémonie, c'est-à-dire à convaincre une bonne partie de la société que les intérêts prioritaires d'une classe sociale sont quand même les intérêts de tout le monde, et que l'intérêt général est mieux servi si on suit tel bloc plutôt que tel autre. De la même manière que la gauche essaie de convaincre les Français que les intérêts de la fonction publique, si vous voulez, représentaient in fine les intérêts de la France entière. C'était ça l'idée. Et inversement pour la droite, etc. Bref, donc il faut bien sûr une dynamique qui permet d'avoir des voix venant de différentes catégories. Le principal obstacle aujourd'hui à l'accession au pouvoir de ce bloc populaire, c'est l'opération Zemmour. Opération extrêmement intéressante dans ce sens que c'est un candidat qui, d'après les sondages, n'a pas de chance pour l'instant de triompher. Et dont le rôle est pour l'instant essentiellement négatif. C'est-à-dire qu'effectivement, ça crée des divisions qui mettent dans une situation très confortable Emmanuel Macron. C'est ça, si vous prenez un peu de distance, si vous prenez un peu de distance par rapport aux émissions, par rapport aux polémiques ou par rapport aux sondages, ce qui se passe depuis quelques mois, c'est l'arrivée d'une garantie pour la perpétuation au pouvoir d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette volonté consciente... Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'Éric Zemmour fait partie de ce bloc élitaire? Ah bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est une solution alternative. Il veut atteler le vote populaire grâce au thème de l'immigration, qui est une vraie attente pour les catégories populaires, mais qui est quand même pas la seule, à la défense des intérêts matériels de la bourgeoisie. C'est tout à fait clair. Il le dit en réalité, c'est-à-dire que grosso modo, d'ailleurs vous voyez bien que dans ses propositions, il ne parle des intérêts matériels, pour ainsi dire, que des milieux, disons, très huppés qui le soutiennent, et que pour le reste, eh bien, ils considèrent que si on traite le sujet de l'immigration et de la sécurité, eh bien, les ouvriers et les employés seront suffisamment servis et qu'ils peuvent partir à la retraite très tard. Tout ça n'a plus d'importance. C'est une forme de ruse de la raison ou c'est une ruse de la bourgeoisie. Et dans quelques instants, vous allez prendre la parole au 0826 300 300. Appelez-nous. On va poursuivre cet entretien avec Jérôme Sainte-Marie jusqu'à 14h. Sud Radio. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Jérôme Sainte-Marie qui nous parle de son livre Bloc populaire, une subversion électorale inachevée. Jérôme Sainte-Marie, dans votre pensée, il y a cette idée que le vote dépend pour l'essentiel finalement de la position économique que l'on occupe. Autrement dit, qu'il y a un déterminisme social des opinions. Est-ce qu'il faut encore parler de vote de classe, selon vous? Ah, pour moi, tout à fait. Ça s'est même réveillé, en fait, avec l'atténuation du clivage gauche-droite. C'est-à-dire que ce vote de classe était très apparent dans les années 70, entre la gauche et la droite. C'était peu à peu, au fil des alternances et au fil de la convergence, en réalité, entre les politiques réellement menées par la gauche et par la droite, tout ça sous le chapeau européen, eh bien, ces clivages de classe dans le vote habituel étaient assez faibles. Ça s'était beaucoup réveillé à deux reprises, en 1992, lors du référendum sur le traité de Maastricht, et en 2005, donc lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. Je sais pas, pour voir la répartition du vote oui ou du vote non, je me rappelle d'une carte qui était très spectaculaire sur l'île de France. Vous pouvez en déduire ce vote non ou ce vote oui du prix de l'immobilier dans le quartier ou dans la commune, mais je vous assure. C'est-à-dire qu'évidemment, plus ce prix au mètre carré était élevé, et plus on votait oui. Alors c'est à la fois moi je travaille beaucoup quand même avec mon travail de sondeur avec des élus locaux. Les élus le savent bien, ça.
que c'est dans tel quartier UP, c'est favorable pour eux ou le contraire, etc. Ils ont bien conscience, d'ailleurs ils rendent des services, enfin bref, un élu ne se ment pas là-dessus. Mais les commentateurs, souvent d'ailleurs les sociologues, les universitaires, parce que il faut avoir des sujets, y compris parce ils travaillent sur différents sujets, ils ont envie d'avoir que leur sujet soit aussi jugé important. À mon avis, c'est même trop simple. Et puis, les gens en général n'aiment pas trop se dire à eux-mêmes qu'ils votent en temps parce qu'ils ont un bon revenu ou parce qu'ils ont un mauvais revenu, etc. Ça renvoie à assumer la part, disons, matérielle de son vote, renvoie une image de soi-même qui n'est pas très bonne. Ça donne une image de soi, d'égoïsme, ça donne une image d'intérêt qui est très mal portée. Alors on préfère se dire qu'on vote parce que telle personne est charismatique ou bien pour tel sujet particulier. Mais après, ça va très vite. Vous prenez la géographie du vote à Paris, on voit bien qui vote à droite, qui vote à gauche, par exemple. On voit bien la composante, je prends le vote écologiste. Le vote écologiste, comment dirais-je, le paradoxe est mené à l'extrême. Les écologistes sont persuadés, ils veulent vraiment se dire qu'ils votent parce qu'ils sont soucieux du climat, c'est altruiste, c'est beau, c'est idéaliste. Alors qu'en réalité, quand vous voyez qui vote écologiste, c'est d'une homogénéité incroyable. C'est ce qu'on appelait autrefois la petite bourgeoisie. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en fait, qui n'ont pas des revenus très faibles, qui ne sont pas ouvriers ou employés, mais qui sont un peu précarisés malgré tout, vous voyez. Et moi qui habite dans le 11e arrondissement, si vous voulez, j'ai une tranche sociologique autour de moi qui est absolument évidente. Et c'est cette classe moyenne, un peu petite bourgeoisie, qui n'aime pas en plus se situer. Alors eux, ils veulent pas cette division entre deux blocs, parce qu'ils aiment pas le bloc élitaire, parce qu'ils savent très bien qu'ils font pas partie des vrais gagnants, qu'ils sont pas propriétaires d'un bel appartement dans le 16e, mais en même temps, ils ont pas envie de s'associer aux populos. Ça, ils veulent pas ça. C'est des petits bourgeois, donc ils aspirent à grandir, si vous voulez, à faire grandir leur situation économique. Et par exemple, lorsque vous avez, je reviens encore là-dessus, parce que c'est quand même le grand traumatisme du quinquennat, le mouvement des Gilets jaunes, tous ces petits bourgeois, souvent de gauche, ont pris un soin extrême à ne pas se mêler aux Gilets jaunes qui arrivaient de province, pour ainsi dire, qui étaient les travailleurs directs. Donc voilà, effectivement, donc je fais ce développement sur les écologistes, non pas pour les dénigrer, mais pour dire, même pour eux, qui proclament des valeurs, etc., extraordinaires, vous vous rendez compte que ce vote écologiste, il peut concerner toutes sortes de personnes, bien entendu, comme tous les votes, mais il a un noyau dur qui est véritablement un noyau de classe. Il est totalement coupé du bloc populaire, pour le coup Totalement, il peut partager certaines détestations, par exemple à l'égard du pouvoir actuel, et encore pas tant que ça, vous savez, si vous regardez les réponses des sympathisants écologistes sur l'action d'Emmanuel Macron, 40% d'entre eux à peu près sont contents. Une des raisons d'ailleurs des divisions de la gauche et de sa faiblesse, c'est qu'une bonne partie de la gauche, comme une bonne partie de la droite, ne sont pas sûrs de s'opposer à Emmanuel Macron. Derrière cet émiettement politique, il y a aussi ces contradictions qui apparaissent. Alors justement, pour lutter peut-être sur ces contradictions, Valérie Pécresse a su quand même bien manœuvrer en récupérant notamment Éric Ciotti. Est-ce que elle est en mesure, avec ce ticket, d'aller chercher davantage ce bloc populaire? La droite classique a un problème, c'est que son vote est de plus en plus le vote des retraités. Mais elle a aussi un avantage, cette droite classique, c'est qu'elle a le vote des retraités. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que les retraités aujourd'hui, c'est à peu près 30% du corps électoral, des inscrits. Et comme ils votent plus que les autres, vous avez un bon tiers, parfois bien davantage, des électeurs qui sont des électeurs retraités. Or, être retraité en France, c'est une situation très originale, puisque vous, dès que vous êtes retraité, quel qu'était votre niveau de vie auparavant, vous avez dans une situation particulière quant à l'origine de votre revenu. L'origine de votre revenu est décidée par l'État, mais il dépend du travail d'autrui. Oui. Et vous vous rendez compte que c'est pas un problème de génération, c'est un problème d'âge et plus précisément de statut et d'origine du revenu. Oui, excusez-moi, puisque vous m'interrogez sur cette notion de classe sociale et de vote, il faut bien comprendre que l'important n'est pas tant le niveau du revenu, c'est l'origine du revenu. Si votre origine du revenu, c'est de l'argent public ou de l'argent privé, c'est pas la même chose. Et pour les retraités, ils sont dans une situation très angoissante, c'est-à-dire qu'eux, ils dépendent, il faut que la machine continue à tourner. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de retraités, quel que soit leur niveau de revenu, apprécient Emmanuel Macron parce qu'il leur paraît garantir la bonne tenue du système, ne serait-ce que par l'emprunt, et ils ont beaucoup apprécié d'ailleurs que
alors même que la machine économique s'est beaucoup ralentie à l'occasion du Covid, eh bien les retraités n'ont pas perdu 1 euro à cette occasion. Alors vous avez publié ce livre fin octobre, début novembre de mémoire. Est-ce que l'arrivée d'Éric Zemmour dans le paysage politique change quelque chose à votre analyse ou pas du tout? Ça va maintenir... Alors ça ne change pas le cadre théorique, si vous voulez. Ça montre aussi quand même que tout ne se réduit pas non plus à cette analyse de classe sociale. C'est-à-dire que lui est quand même sur une problématique avant tout sur les sujets qu'on appelle régaliens, immigration, sécurité, civilisation. Et donc ça lui permet d'avoir 12 à 15% à peu près des voix, ce qui est énorme pour une aventure commencée il y a si peu de temps en fait. C'est quand même assez remarquable. Est-ce que ça peut tenir jusqu'à l'élection? On verra bien, mais je pense qu'à partir de janvier, vous savez, on va commencer à prendre... Là, les gens... notamment les classes populaires vont entrer en jeu. La moitié des Français qui ne suivent pas vraiment, d'après les sondages, encore une fois, qui ne suivent pas l'élection présidentielle pour l'instant, vont commencer à se politiser. Et puis, à l'occasion de l'élection présidentielle, c'est comme ça à chaque fois, depuis que ça existe, tous les sujets sont mis sur la table, et notamment les sujets fiscaux, par exemple, les sujets matériels. Encore une fois, les intérêts matériels vont être pris en compte. Est-ce que Éric Zemmour aura un discours qui pourra parler à la fois à ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote et aux classes populaires, et également, ne les oublions pas quand même, aux classes moyennes? Eh bien, là, ça me paraît difficile, parce que là, il y aura quand même des impossibilités. Enfin, il y aura des contradictions, oui, encore une fois. Bien justement, les indécis, vous me faites une parfaite transition, puisque vous utilisez le terme de bloc, qui est quand même une imbrication très monolithique, comme si les gens étaient déjà convaincus, comme si les gens n'allaient pas se décider plus tard, ou étaient, pour les abstentionnistes, indécis, par exemple, entre un Éric Zemmour ou un Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que tout est figé et que le vote va rester tel quel? Ah non, je ne pense certainement pas que tout est figé, d'autant plus qu'on voit bien que ça bouge. Donc de toute façon, on a ça sous les yeux. Encore une fois, un bloc, ça dépend d'une volonté. Une classe sociale, moi je crois que ça existe. Je crois que ça existe, que c'est lié, encore une fois, à l'origine du revenu, à ce genre de choses. Que parfois, ces classes sociales ont conscience d'elles-mêmes. C'est-à-dire que les cadres, ils ont bien le sentiment de faire partie d'une classe sociale. Ils sont formés dans des écoles qui les convainquent qui sont le sel de la terre, ça s'appelle les écoles de commerce, etc. Et donc, vous avez, véritablement des casernes, en quelque sorte, idéologiques. Une école de commerce, c'est assez intéressant à voir. Et ça forme un corps cohérent, qui a une idéologie commune, etc. D'ailleurs, les écoles de commerce sont votées massivement. Il y a eu un sondage qui a été fait dans les principales écoles de commerce françaises en 2017. Un vote de paille, en quelque sorte, qui a été organisé. Et là, les gens ne se trompent pas. Les élèves d'école de commerce, ils votaient massivement Macron et derrière Fillon. Et seuls 1,83%, pour être précis, choisissaient Marine Le Pen. Vous voyez, c'est des univers sociaux différents. Donc, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais c'est des univers sociaux. Mais un bloc, ça dépend d'une volonté. Pour que le bloc élitaire se constitue, il a bien fallu qu'à un moment donné, autour d'Emmanuel Macron, ça aurait pu être un autre champion qu'Emmanuel Macron, mais c'était la même idée, la même équipe, choisissent de mettre à bas, de trouver une solution qui ne soit plus, qui soit une réunification en quelque sorte des libéraux de gauche et de droite. Et c'était concurrent avec le projet Fillon, par exemple. Et donc ça s'est imposé comme ça. Là, pour que le bloc populaire existe, il faut qu'il y ait une volonté continue de le mettre en place. Cette volonté, je la vois apparaître bien davantage chez le Rassemblement national qu'à gauche aujourd'hui. C'est assez inattendu, mais c'est comme ça. Et quant à Éric Zemmour, de toute façon, c'est pas son projet. Donc son projet, c'est encore une fois tout à fait autre chose, et c'est de se rendre compatible avec le vote des classes supérieures. Donc lui est extrêmement clair. Et donc il construit un bloc qu'on peut appeler un bloc libéral. Patriotique, on va dire un truc comme ça. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser vos questions à Jérôme Sainte-Marie. Vous avez une demi-heure, alors dépêchez-vous. Et vous connaissez le jingle qu'on passe souvent, les Français parlent au français. Bien là, on va y aller sur l'île de Crète avec Martial. Bonjour Martial. Bonjour. Bonjour Martial. Moi je vis à l'étranger et pour m'informer des actualités, j'écoute beaucoup sur la radio. Et là, j'écoute pas l'émission et... Simplement, est-ce que vous êtes en haut-parleur? Non, je suis pas en okay. Allez-y, on vous écoute. Non. On vous écoute, on n'a pas une très très bonne qualité sonore, mais on comprend quand même ce que vous dites. Allez-y, Martial. D'accord, attendez, je vais peut-être baisser le son. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. Oui. La question, je voudrais mettre un point d'interrogation à Jérôme Sainte-Marie. En fait, il parle de bloc, de machin, mais en fait, dans son analyse, il a oublié que
pendant le mandat de M. Macron, il y a eu les Gilets jaunes. Et c'est une trace indélébile dans la mentalité des Français de ce qui s'est passé. En fait, la répression féroce qu'il y a eu contre les Gilets jaunes laissera des traces au premier tour de l'élection présidentielle. Et pour moi, la question que j'aurais demandé à M. Jérôme Savary, quel est le score qu'il a fait M. Macron au premier tour en 2017 et si M. Macron n'était pas au premier tour? Alors, Emmanuel Macron a réuni 24% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle de 2017. Il est actuellement donné dans les sondages, mais qui peuvent évidemment évoluer, qui évolueront de toute façon dans les 3 prochains mois. Il est donné à ce niveau-là, voire au-dessus. 25, oui. Il faut bien voir qu'effectivement, je parle souvent moi aussi des Gilets jaunes, parce que ça illustre bien cette période d'incroyable tension qui a existé au début du quinquennat, qui a été ensuite atténué, anesthésié en quelque sorte par la crise du Covid. Mais on se souvient tous que de ces samedis, de cette... Et puis il n'y a pas eu... Même après les Gilets jaunes, il y avait encore la réforme des retraites, tout cela. Oui. On n'avait pas connu ça en France depuis au moins les années 70. Hein, et effectivement, il y a eu une répression très forte qui... Bon, il y a eu 25 personnes quand même qui ont perdu un œil, quoi. C'est pas rien. Oui. Énormément de gens emprisonnés, énormément d'amendes, ça on l'oublie trop souvent, distribuées généreusement sur les ronds-points par les gendarmes qui ont démonté un par un tous les blocages, tous les rassemblements sur les ronds-points. Là aussi, c'était une répression largement invisible, mais très très forte. Donc vous avez entièrement... Là, je vous suis entièrement. On a rarement connu un mouvement pareil. Et la répression judiciaire et policière a été, pour ainsi dire, sans équivalent. Mais ça a plu à une partie de la population. Quand il y a eu à l'acte 3, le 1er décembre, 15 000 grenades lacrymogènes tirées à Paris. À Paris seulement, 15 000, chiffre officiel. Quand il y a eu des milliers de balles de LBD, des milliers de grenades de désencerclement, eh bien, ça a pleinement satisfait les habitants du 8e et du 6e arrondissement où ça avait lieu. Oui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est très simple. Vous avez eu 6 mois après les élections européennes, et on a bien vu que dans ces quartiers-là, où avaient eu lieu les rassemblements parisiens des Gilets jaunes, mais c'est vrai aussi dans pas mal de villes-centres, en tout cas à Paris, dans le 8e ou dans le 16e, tout d'un coup, la liste de la République En Marche, la liste menée par Madame Loiseau, donc, qui représentait à ce moment-là le Parti de l'Ordre, eh bien, ces listes-là ont tangenté, alors qu'on est à la proportionnelle, qui a tendance à disperser les voix, ont tangenté les 50%. Et c'était purement lié à cette répression, précisément. Encore une fois, le bloc élitaire est sorti plutôt consolidé de cette épreuve, c'était un peu l'épreuve du feu, si j'ose dire, qu'a été les Gilets jaunes. Sauf que, face à lui, se constituait de manière, si j'ose dire, dialectique, par opposition, en reflet, se constituait un bloc populaire. Assez rapidement, il y avait une vraie dynamique comme ça, conflictuelle, et qui a été largement, je répète, bloquée par la crise du Covid. La crise du Covid a ramené chacun, a déjà arrêté les réformes, et c'était quand même l'action d'Emmanuel Macron qui suscitait une réaction en regard. Et le Covid a en plus isolé physiquement, mais même largement psychologiquement les individus. Chacun a été renvoyé à son corps, à sa santé et à ses préoccupations personnelles. Ça a mis tout le monde dans une dépendance très largement commentée à Sud Radio, je crois, une dépendance là aussi assez unique en période de paix par rapport au pouvoir politique qui pouvait décider de vos déplacements, etc. Ça a donc atomisé en quelque sorte la société. Et puis aussi, il faut voir, quand vous discutez avec des commerçants, des artisans, des salariés même, que le quoi qu'il en coûte a été une distribution massive d'argent public que les Français rembourseront un jour. Donc ça, il y a un deuxième quinquennat qui est prévu pour ça. Eh bien, mais cet argent public a été réellement déversé. Et donc ça a été très apprécié par pas mal de gens, même si ça n'a pas rendu les ouvriers, les employés, les classes populaires pro-Macron, ça a beaucoup atténué leur colère. Où se situent justement les classes moyennes par rapport à ces deux blocs que vous nous décrivez? Elles sont dans l'entre-deux, elles hésitent entre les blocs élitaires et populaires? Alors les classes moyennes, c'est un terme très général. Beaucoup de gens, la plupart des Français, se considèrent comme faisant partie soit des classes moyennes supérieures,
et encore davantage des classes moyennes modestes. Mais enfin, on peut nous dire, voilà, c'est des gens qui sont dans les professions intermédiaires, tout cela. Cela, il se situe avant tout, pour l'instant, encore à gauche et à droite. Il faut voir que progressivement, la gauche et la droite étaient devenus, en tout cas le PS et à l'époque l'UMP, étaient devenus des grands partis de classe moyenne. Lorsque vous avez un second tour en 2012, Hollande-Sarkozy, il n'y a aussi, pour ainsi dire, aucune différence dans la répartition du vote de second tour entre les ouvriers, les employés, les cadres, les retraités. Ça, c'était devenu des ensembles très hétérogènes en eux-mêmes, mais qui étaient, comment dirais-je, où la dimension sociale était très dispersée. Ces classes moyennes, elles n'ont pas envie de se situer dans le conflit principal, de la même manière qu'elles n'avaient pas envie de prendre position clairement lors des Gilets jaunes. Au début, elles étaient plutôt pour, mais enfin, assez rapidement, elles se sont distanciées. Et donc, celles-là, elles considèrent que la formule de gauche et de droite est encore celle qui convient le mieux, et que le reste est justement des solutions, comme ils disent, trop extrêmes. Merci Martial pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Julien qui nous appelle de Créteil, du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Augustin, bonjour Arthur et bonjour Monsieur Sainte-Marie. J'ai écouté ce que vous disiez, effectivement. Moi, je voulais revenir sur l'émission qui a été enregistrée. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un débat, parce qu'il y avait une telle complaisance, une telle novlangue dans le discours de Monsieur Macron. Tout sonnait faux. Il parlait comme si l'élection était déjà faite. Vous avez d'ailleurs dit à l'instant, Monsieur Sainte-Marie, il faudra un deuxième quinquennat pour ça, comme si tout était truqué d'avance et que finalement, dans les arrière-cuisines, Monsieur Macron était de nouveau déjà en poste. On a l'impression que c'est déjà fait. Moi, je vous dis franchement, j'ai vraiment eu l'impression d'une interview de complaisance avec... D'ailleurs, ça a été coupé au montage, ça se voyait. C'était digne de l'ORTF avec des journalistes complètement à plat ventre. Moi, je veux vous dire franchement, il manquait plus que les Ferrero Rocher, les soirées de l'ambassadeur. Et alors là, on y était, on avait la totale. Mais très, très franchement, vouloir nous présenter aujourd'hui Madame Pécresse comme une opposante, alors qu'ils pensent à peu près tous la même chose sur l'Union européenne, sur l'euro, sur l'OTAN, sur Schengen, sur les dettes, sur le Covid, sur le pass sanitaire, sur la vaccination obligatoire, c'est vraiment fumer les Français. Moi, j'aimerais bien qu'on voit effectivement dans ces débats, et qu'il y ait de vrais débats, avec des gens qui pensent effectivement différemment et qui ont des solutions à apporter et qui ne sont pas dans les extrêmes. Parce qu'on nous présente toujours dans les médias, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour... ou Monsieur Mélenchon en nous disant attention, ce sont de vilains extrémistes, c'est pas sérieux. Mais il y a d'autres gens effectivement qui proposent qu'on ait des programmes intéressants. Je pense notamment à Monsieur Asselineau qui n'est jamais invité dans les médias. Ça, vous n'en parlez jamais dans vos sondages, ou alors vous les donnez à zéro parce que comme vous les recevez jamais, ils n'apparaissent nulle part. Vous connaissez effectivement, Monsieur Sainte-Marie, vous ne me démentirez pas, la corrélation entre les passages médias et les résultats dans les urnes. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui on blacklist des gens qui ont des choses intéressantes à proposer et que The Economist ait classé la France en démocratie défaillante? Comment vous expliquez que la France en soit arrivée à ce niveau-là et qu'on n'arrive pas à parler des vrais sujets dont je viens d'évoquer, notamment l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, le Covid dont on parle beaucoup, etc., les dettes? Comment vous expliquez que moi j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus, qu'on blackliste un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle qui ne sont ni extrêmes et qui ont des choses intéressantes à proposer? Alors Julien, Jérôme Sainte-Marie va vous répondre. Oui, alors je crois que c'est Julien, donc là-dessus je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que blacklister, c'est pas tout à fait vrai. Si vous voulez, Monsieur Asselineau a eu l'occasion de se présenter aux élections, il a fait un score très faible. Dans les sondages, et là-dessus il n'y a pas de manipulation, il est mesuré très très faiblement, parce que simplement il fallait mesurer, les constater, si vous voulez. Il y a très peu d'intention de vote en sa faveur. On n'y peut rien, c'est comme ça, quoi. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ces idées soient mauvaises ou bonnes, mais donc là-dessus, je pense pas que ce soit blacklisté. C'est assez normal que vous ayez, comment dirais-je, que tous les candidats possibles n'aient pas exactement la même part d'attention, oui. Parce que sinon on serait tous candidats, si vous voulez. Donc, par ailleurs, autre chose sur l'émission récente du président de la République, de fait, c'était un exercice qui faisait plus penser à un public reportage qu'à un débat. Mais d'ailleurs, ça tombe bien, c'était pas un débat, il n'était pas présenté comme ça. Mais est-ce que ça a rendu service à Emmanuel Macron? J'en suis pas sûr. Mais alors, là où je suis davantage d'accord avec vous, c'est que effectivement, il y a une volonté constante,
presque maladroite de certaines élites à vouloir se parler à elles-mêmes et entre elles. C'est Alain Minc, il y a quelques jours, qui a dit « ça serait quand même formidable, ce serait un honneur pour la France si on avait un second tour Pécresse-Macron ». Il a un peu donné la clé du coffre, là, si vous voulez, quand il a dit ça, Alain Minc. C'est-à-dire, il dit « qu'est-ce que ça serait bien, un débat où tout le monde serait d'accord ». C'est-à-dire, c'est ce qu'il appelait lui-même le cercle de la raison autrefois. Et ça renvoie à un traumatisme très important dans les élites françaises, enfin ce qu'on appelle les élites sociales. Ce traumatisme, c'est 2005. En 2005, si vous voulez, la plupart des médias étaient favorables, ça ne vous aura pas échappé, je crois, au oui. Et malgré cette injonction des autorités médiatiques, des autorités économiques, des autorités religieuses, même d'ailleurs philosophiques, etc., les Français ont massivement voté non, 55%. C'est une des raisons pour lesquelles c'est une des justifications de l'initiative macroniste. C'est l'argument, regardez, quand nous sommes divisés entre la gauche et la droite, on peut laisser une parole souverainiste triompher. Et d'ailleurs, effectivement, des gens qui n'étaient pas forcément très souverainistes ont voté non, parce que c'était présenté par un président de droite, alors qu'ils étaient d'accord. Et donc, après, on a vu, pendant la réforme, la loi travail de 2014-2015, on a vu des députés de droite être obligés de voter contre une loi libérale qu'ils approuvaient, celle présentée par Manuel Valls, parce qu'ils étaient de droite, donc ils votaient mécaniquement contre la gauche. Au fond, le système d'alternance systématique était très pratique pour les intérêts dominants pendant très longtemps, mais à un moment donné, avec la croissance du vote, notamment le péniste, cette division gauche-droite est devenue dysfonctionnelle pour servir les intérêts dominants et notamment le projet européen. C'est une des raisons pour lesquelles Macron a pu se justifier sa candidature en disant « je permettrai la réunion de la gauche et de la droite, de libéraux qui pensent la même chose. Nos divisions sont artificielles. » Il y a beaucoup de vérité dans le projet macroniste. Et moi, je lui rends d'une certaine manière hommage en ceci que c'est beaucoup plus proche de la réalité des intérêts et des valeurs que ne l'était le clivage gauche-droite tel qu'il s'était transformé. Et la désignation de l'ennemi qu'il fait, c'est-à-dire le populisme, etc., est, de son point de vue, assez logique. C'est pour ça qu'on vit une période qui est très intéressante depuis 2017, et dans quelque sorte, même si c'est pas forcément les valeurs de tous les auditeurs, on peut rendre grâce, si j'ose dire, même paradoxalement, à Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, justement... J'espère qu'on comprend bien mon propos. Et on va se retrouver dans un instant, surtout, vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Et après l'île de Crète, le Val-de-Marne, nous filons en Lot-et-Garonne avec Paul. Bonjour Paul. Oui, bonjour Arthur et bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a un président qui fait de l'autosatisfaction en permanence. On a des ministres qui font beaucoup de communication, mais quand on prend les chiffres, quand on analyse finement, on voit que la balance commerciale est déficitaire comme jamais. On voit une insécurité qui monte partout, des attaques de commissariat, des voitures de police brûlées, ça c'est inédit, ça s'est jamais passé. On a la dette. Alors la dette, on parle toujours de la dette officielle, on ne parle jamais de la dette hors bilan. Ce serait quand même intéressant de cumuler les deux. Parce que là, on aurait vraiment le reflet de l'endettement de la France. Parce qu'on parle toujours de la dette officielle, mais la dette hors bilan, on ne la montre jamais. Ça permet de passer des réformes en douce sans que ça se voit trop. Le président, il a saupoudré l'économie pour que ça reste debout, sauf que ça ne va pas marcher. Parce que quand les gens vont rembourser les PGE, et avec l'inflation qu'il y a, l'énergie coûtant plus cher, nos entreprises vont être moins compétitives. L'agriculture qui subit, moi je suis agriculteur, on subit les dogmes de cette écologie politique qui a que de nom l'écologie parce qu'ils n'y connaissent rien du tout. L'écologie du concret, c'est pas du tout ce qu'ils prônent. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui on va produire de moins en moins. On va être dépendant alimentairement, c'est inédit. On exportait aujourd'hui, on va importer de plus en plus. Donc moi j'espère que Macron il va pas repasser, je vous le dis, mais parce que ce sera salutaire pour la France. Est-ce que vous vous sentez représenté par un candidat? Aujourd'hui non, honnêtement non. Honnêtement non, parce qu'il n'y a aucun candidat qui fait la synthèse de tout ce qu'il faudrait faire. Chacun a... Zemmour c'est plus axé sur l'immigration, Pécresse c'est un peu assez proche quand même de Macron, même si c'est différent, parce que bon, la politique de droite ce sera quand même différent de ce que fait Macron. Le Pen, je suis pas sûr qu'elle va être présidente. Moi, quand je me rappelle du débat du deuxième tour, on a assisté à un suicide indirect. Donc, je sais pas. Aujourd'hui, je suis un peu dubitatif. Oui, vous faites partie, Paul, de ces nombreux Français qui se sentent un peu perdus. Jérôme Sainte-Marie, comment vous analysez ce que vient de nous dire Paul ?
Alors, l'auditeur, monsieur, effectivement, a traduit un sentiment qui est très largement partagé dans le pays. C'est-à-dire un sentiment qu'on peut résumer avec la formule qu'avaient utilisée d'ailleurs les généraux, vous savez, enfin les officiers qui avaient fait une espèce d'appel un peu étrange dans Valeurs Actuelles. Ils avaient trouvé un mot qui correspondait très très bien à l'état d'esprit actuel d'une bonne partie de la population. C'est un sentiment de délitement. C'est-à-dire que c'est pas simplement une crise économique que l'on traverse, c'est un délitement, c'est-à-dire que de manière structurelle, nous perdons beaucoup de choses en termes d'éducation, en termes de brevets, en termes de etc. Et qu'on ne sortira pas. C'est pas une crise, voilà. Dans le système capitaliste, il y a des crises. Parfois, au contraire, c'est même plutôt ça régénère en quelque sorte. C'est pas le grand remplacement, c'est le grand délitement. Ça régénère le tissu économique. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est effectivement ce délitement, cette perte de souveraineté, dont une partie des Français s'accommode parfaitement. C'est dans le bloc élitaire qui a un projet. Là aussi, Macron dit les choses. C'est-à-dire que lui, il a un projet post-national. Donc, au fond, les pertes de souveraineté multiples, ça ne fait qu'accélérer cette dilution d'un cadre national très contraignant. Dans un ensemble où on est sûr que la volonté politique sera totalement diluée, puisqu'il n'y a pas une expression populaire au niveau européen, qu'il y a des peuples qui ne se connaissent pas, qui communiquent pas. Eh bien, donc, si vous, en fait, par les abandons de souveraineté, vous empêchez que par le vote, les Français puissent renverser la vapeur. Et dans ce processus de délitement, il y a beaucoup d'argent qui se fait en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est pas un délitement pour tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de bouquins qui sont sortis là-dessus. Quand vous cédez une entreprise à des intérêts étrangers, un certain nombre de gens se font beaucoup d'argent. Il faut bien comprendre que c'est pas un jeu. Tout le monde n'est pas perdant dans cette affaire-là. Quand vous privatisez quelque chose qui, je sais pas moi, la Française des Jeux par exemple, vous retirez un actif du patrimoine des Français pour le mettre dans les mains du privé, mais tous ceux qui ont acheté les actions, eh bien eux s'en sont très bien sortis. Donc vous voyez, c'est ce délitement, cette logique est suivie aussi parce que certains n'en souffrent pas tant que ça. Dernière chose, quand la spéculation immobilière fait fuir les classes moyennes des villes-centres, ça signifie aussi que tous ceux qui sont propriétaires des villes-centres s'enrichissent. Donc vous voyez, il n'y a pas que des perdants, malheureusement, dans ce processus. Et c'est pour ça que ça peut continuer. Alors, ce sentiment est très largement partagé. Et Emmanuel Macron, s'il avait, et que pas trop impopulaire, 35-40%, c'est pas ridicule, c'est mieux que ses prédécesseurs, mais si Emmanuel Macron était face à une opposition unie, on connaîtrait très certainement en 2022 une alternance. Sa chance, c'est qu'il avait face à lui 3 ou 4 oppositions qui sont irréconciliables entre elles. Donc au niveau national, il était assez tranquille. Et en plus, l'opposition principale aux yeux des Français, Marine Le Pen, celle qui tangentait, 45-55% au second tour. Bon, faut voir on n'est plus du tout à la situation de 2017. Vous voyez, il y a bien eu cette montée de l'opposition. Cette opposition principale aux yeux des Français, donc Marine Le Pen, est désormais concurrencée par quelqu'un dans son propre camp. Donc de ce point de vue-là, cette multiplication des candidatures est une bénédiction pour le maintien au pouvoir du bloc élitaire et l'accomplissement de son projet lors du second quinquennat. D'ailleurs, sur cette question de souveraineté et des intérêts de seulement quelques-uns, je vous invite à réécouter l'émission qu'on avait faite sur l'affaire Alstom, qui fait un petit peu la synthèse de cette affaire. Nous sommes avec Renaud qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Arthur, bonjour. Et puis bravo à vous pour remplacer de main de maître l'indispensable André Berkoff. On fait ce qu'on peut. Et bonjour à Jérôme Sainte-Marie, qui a toujours des analyses pertinentes. Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire à l'instant Jérôme Sainte-Marie. On constate qu'Emmanuel Macron est effectivement en position de force. Moi, je voulais revenir sur ce paradoxe-là, c'est-à-dire que vous l'aviez noté il y a quelques secondes, il y avait eu effectivement le référendum de 2005 qui avait été un choc pour nos élites, nos élites nationales qui sont plutôt de tendance européiste. Et effectivement, ça avait été un choc le 2005 puisqu'on avait été 57% à dire non au traité constitutionnel de Lisbonne. Et malgré ça, on a quand même dans des sondages qui sont faits assez régulièrement une forme de montée de l'euroscepticisme en France, notamment où on ne fait absolument pas confiance à Bruxelles, à l'Union européenne et notamment à la Commission européenne. Et paradoxalement, on a les candidats souverainistes avec des niveaux de souverainisme plus ou moins importants. Je pense à François Asselineau et Florian Philippot qui sont pour un Frexit, et au moins ils annoncent la couleur lors de cette campagne électorale de 2022. Ensuite, on a des Frexiteurs, enfin des souverainistes plus modérés ou qui ont peut-être d'autres tactiques, comme Nicolas Dupont-Aignan qui a
qui a renoncé finalement à sortir de l'euro de façon unilatérale. Alors, il nous reste très peu de temps, donc si vous avez une question à poser... Georges Kuzmanovic, je voudrais juste demander à Jérôme Sainte-Marie comment il explique cette contradiction entre cet euroscepticisme quelque part et le fait que les candidats souverainistes fassent des résultats aussi calamiteux, aussi faibles dans les sondages. C'est peut-être une question de hiérarchie des normes aussi dont vous parliez tout à l'heure avec le statut. C'est pas seulement social. ça, c'est qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Si vous voulez, les Français ont voté non pour différentes raisons quand même en 2005. 55%, c'était large. Beaucoup ont été très frustrés, même dégoûtés par le fait que c'était passé ensuite au Congrès à Versailles. Mais ça ne veut pas dire que les Français soient favorables au Frexit, par exemple. Les Français sont majoritairement favorables au maintien de la France dans l'euro. Il était déjà en 2017. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen avait perdu des voix avant le premier tour. En 2017, le grand échec de Marine Le Pen, c'est pas le débat, c'est son résultat de premier tour. Et elle fait malgré tout 34% après le débat, ce qui était quand même assez élevé. Mais parce que effectivement la ligne qui était suivie à l'époque, qui était une ligne par le Rassemblement National, qui était le Front National à l'époque, qui était la ligne effectivement très critique à l'égard de l'euro, effrayait beaucoup de Français. Beaucoup de Français sont critiques à l'égard de l'Europe, mais ne veulent pas, à tort ou à raison, moi c'est pas mon métier de le décider, hein. Mon métier c'est de le mesurer, et à tort ou à raison, considèrent que l'Europe malgré tout protège. Donc si vous voulez, le combat idéologique sur la question européenne n'est pas aussi gagné que certains souverainistes le croient. Bloc populaire de Jérôme Sainte-Marie aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et tout de suite, on va parler de deux autres blocs totalement différents. Et c'est avec Brigitte Lay qui va évoquer le couple traditionnel et les nouveaux modes amoureux.